Pour cette fois-ci, revenant du terrain, il fallait quand même voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de toutes ces données. Et j'avais lu un livre qui a été publié, un livre collectif qui a été publié sur l'honneur en Méditerranée. Et puis il y avait un travail de Bourdieu sur l'honneur, le sentiment de l'honneur chez les Kabyles. Donc ça m'avait intéressé. Et je me suis dit, est-ce que c'est cette notion, comment l'utiliser? Et alors, comment la traduire? Puisqu'elle traduit quoi? Donc il y avait aussi, bon, c'est Montesquieu a parlé. Et là, c'est là que j'ai cherché quels étaient les mots-clés chez eux qui permettaient de comprendre ce que c'est que l'honneur, comment est-ce que l'honneur peut être un concept. Mais il y avait deux choses dans l'honneur pour moi. C'était une affirmation de soi. Qu'est-ce que c'est qu'affirmer soi-même dans l'idée de l'honneur? Et deuxièmement, l'honneur, comment était un système de relation avec les autres. Donc ça me semblait être intéressant. Ça correspondait au terme de berbère, qui était en fait un terme qui était utile, qui était rard. Le rard, ça veut dire l'honneur, mais ça veut dire convier, ça veut dire défier. C'est en même temps quelque chose qui est l'affirmation de soi. Et alors, dans mes récits, il était toujours question que ceux qui pouvaient jouer un rôle dans la société, c'était les hommes qui avaient de la terre, une maison, et qui avaient une famille, qui était sous une autorité. Et ce domaine-là, il y avait un mot qui était récurrent pour ça, c'était le haram. Haram, c'est interdit. Ça veut dire que c'était l'interdit qu'il y avait autour de ce triple domaine. Et donc un homme existe parce qu'il a la terre, parce qu'il a une maison et parce qu'il a une famille sous son autorité. Et bien c'est ça un homme d'honneur. C'était ça. Mais en même temps, un homme d'honneur ne peut pas rester chez lui. C'était ça qu'on me disait dans les récits. Un homme d'honneur, c'est celui qui va affronter les autres, qui va sur la scène publique, devant l'opinion publique, pour manifester son sens de l'honneur. Bourdieu en parle, moi j'en parlais, et alors, je me suis dit, mais c'est quoi les formes? Alors je regardais dans mes récits, c'est toujours mes récits que je regardais, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il y avait. Ben, il y avait trois modalités. La première modalité, c'était les joutes oratoires. Ils étaient les hommes d'honneur, c'était des hommes qui savaient maîtriser la langue, qui savaient faire des joutes oratoires, où ils marquaient non pas leur... ils ne fanfaronnaient pas, au contraire. Ils jouaient la modestie, ils jouaient les gens qui savaient parler avec des mots qui avaient des poids. Ça, c'était pas ma manifestation. La deuxième, c'était sous le titre de rard, le mot que je traduisais par honneur. La deuxième, c'était le fait de la dépense ostentatoire. Un homme d'honneur, c'est un homme qui sait dépenser. C'est un peu comme le potlatch, mais c'est local. Qui sait, quand il est nécessaire, un mariage, une naissance, etc. Il sait faire des dépenses et ne pas rester avec, garder son argent, etc. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième chose, c'était un homme qui savait se venger, qui savait utiliser la violence avec mesure, quand il fallait le faire, et pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. On ne se mesure pas un grand avec un petit. Un homme qui a déjà une réputation avec quelqu'un qui n'en a pas. Donc il faut savoir jouer ça, tout ça. Tout ça, c'était dans mes récits. Donc j'ai pris tout ça, je me suis dit, les récits, comment je les ordonne? Et c'est ça qui a été. Alors, tous les récits s'ordonnent autour de ces trois modalités de l'honneur, avec l'idée que c'était tout ça, il y avait un système d'échange qu'on devait avoir. On ne pouvait pas faire les joutes oratoires que face à quelqu'un. Les dépenses ostentatoires, c'est avec quelqu'un qui lui aussi pouvait répondre. La vengeance,
c'était aussi le système. Donc il y avait un système d'échange dans lequel les récits pouvaient s'articuler. Et donc c'est là que j'ai essayé d'ordonner. Et puis j'ai vu qu'il y avait des personnages, voilà, des personnages importants, qu'on appelait les Amra, les grands, qui eux arrivaient à maîtriser leur lignage et c'est qui était responsable de toutes les affaires de leur lignage. C'était un lignage qui était un des groupes de la tribu, un bas niveau. Et donc c'était ça, être un homme d'honneur. C'était ça l'effet d'honneur. Donc j'ai construit mon livre sur l'émergence, sur la forme que prenaient ces systèmes d'honneur et sur la manière dont les hommes d'honneur émergeaient, comment ils émergeaient pour devenir des grands. D'accord ? C'était comme ça que je jouais. Mais évidemment, dans toutes ces histoires, il y avait toujours des dangers. C'est-à-dire que dans les récits, je voyais que la vengeance était toujours un mort pour un mort, pas plus. On essayait de limiter. Vraiment, on limitait pour ne pas déraper. Parfois, ça dérapait. C'est ce que racontaient les récits. Parfois, ça dérapait. Ça, c'était le centre de ça. Et c'était entre lignages, quelles que soient de différentes tribus, etc. Mais c'était ça. Après, il y avait d'autres choses, dans des récits, il y avait quelque chose de bizarre. Puisque c'était un groupe, un lignage, une fraction, qui allait piquer des bétails à l'autre, etc. Puis il y avait des affrontements, mais c'était une sorte de combat rituel tout à fait particulier que je dis. Alors, cette fois-ci, était au sens segmentaire. Là, le segmentaire se manifestait. C'est-à-dire une tribu contre une autre tribu, parce qu'ils avaient une confédération de tribus, une fraction contre autre fraction de la même tribu, etc. Mais alors, ça se passait de la manière suivante. On convenait d'un combat rituel. C'était ça que les récits, mais je ne comprenais pas très bien pourquoi on me les raconte comme ça. Et c'était les récits où on faisait ça. D'accord ? Et alors, d'un seul coup, on commençait à tirer un peu des coups de pain, tout le monde et puis on s'insultait. On se disait, etc., toutes les choses les uns aux autres. Puis d'un seul coup, arrivait un médiateur, un homme saint, et arrêtait tout le monde, et ça s'arrangeait, puis c'était véritablement un combat rituel. Mais c'était des jeunes qui le faisaient, ce n'étaient pas des hommes d'honneur. Et ça, je me suis dit, j'ai mis un temps fou à comprendre que le segmentaire était l'affaire des jeunes et non pas les hommes d'honneur. Vous vous rendez compte ? Donc il a fallu beaucoup changer l'idée de la segmentarité. J'ai mis du temps, même moi. Donc ça, c'était la chose importante. Et l'autre chose importante, c'est l'apparition de ces hommes médiateurs, les saints, qui étaient des gens qu'on appelait les hommes de la baraka. Et les hommes de la baraka, c'était ceux qui jouaient les médiateurs dans ces affaires. Voilà. Et c'était ça que j'ai... Donc, mais à quelles conditions ils étaient médiateurs ? Ils étaient médiateurs quand les gens voulaient bien de leur médiation. Bah, ils ne pouvaient pas intervenir comme ça, sauf dans les batailles rituelles. Dans les batailles rituelles, ils pouvaient venir, hop, mais dans les affaires, il fallait... Et là, j'ai trouvé que le travail de Gellner sur Saint of the Atlas était tout à fait intéressant de ce point de vue. C'est-à-dire que lui-même avait trouvé ça dans le Haut Atlas, et donc j'ai fait ce travail-là. Donc bon, j'ai fait aussi le chapitre sur la cérémonie de mariage qui termine, et le mariage qui termine l'ouvrage. Et donc, j'avais pris, voilà, dans Honneur et Baraka. Voilà. C'est ça qui a été l'ouvrage qui a été publié. Je vous dirai comment. Alors, mon directeur de thèse, alors, il fallait trouver quelqu'un qui s'occupe du monde arabe et qui pouvait s'occuper. La seule personne qui pouvait le faire, c'était Maxime Rodinson, qui a accepté de me suivre comme directeur de thèse, mais qui m'a dit le fait que je ne trépassais pas très bien. Ben oui, mais j'ai dit, vous connaissez le monde arabe, etc. Oui, mais il dit, moi, je ne commencerai pas par l'honneur, je commencerai par l'économie. Parce que l'économie est dans mon travail. Et je lui ai dit, non, ça ne marche pas comme ça, je l'ai fait. Donc, je l'ai pris comme directeur. J'ai soutenu ma thèse avec lui. Il a été correct, tout à fait. Et j'ai eu dans mon jury un spécialiste du Maroc, mais qui était beaucoup plus, qui travaillait sur Casablanca, qui a été le président de jury.
Et il y avait Gellner, Ernest Gellner, avec qui j'avais beaucoup sympathisé, qui était vraiment adorable avec moi, qui m'a beaucoup aidé dans toutes les étapes. L'étape où je disais l'hypothèse ne marche pas, il m'avait dit écoutez, laissez tomber, faites ce que vous voulez, vous avez l'occasion de faire du terrain, faites le terrain comme vous l'entendez. Et puis il avait été tout à fait correct. Et puis Dumont. Et Dumont était dans mon jury. Il n'était pas mon président du jury, mais Dumont était dans mon jury. Et après, donc, une fois que c'est fait, ça a été fait, quand j'ai terminé le livre, et je me suis dit, mais de quoi, quel est le titre? Le titre, il a fallu trouver ses honneurs et Baraka. Voilà, les hommes médiateurs de la Baraka et les hommes d'honneur. Et donc, les hommes d'honneur, l'affaire d'honneur, c'est une affaire politique. Hein. Ce n'est pas une affaire religieuse, ça n'a rien de religieux. Tandis que la médiation, c'est l'affaire de la Baraka, et la Baraka, c'est ça, c'est dingue. Et alors, l'autre manifestation, le religieux, et l'autre manifestation de la baraka, c'est que le marié était considéré comme un sultan. Et donc, il fallait comprendre qu'est-ce que c'est qu'un sultan pour ces gens-là. À quoi ça arrive. Et donc, là aussi, une autre manifestation de la baraka. Il y avait les saints, mais aussi le sultan. Mais le sultan du Maroc. Et le marié était un sultan. Et donc, dans le mariage, on lui faisait des cadeaux, comme on le fait avec on appelait ça des hédiyas, on dit ça exactement comme on le fait pour un sultan. Donc, il y avait cette manifestation du comment il concevait le sultan, le rapport au sultan du Maroc qui existait à l'époque. Donc, j'ai fait aussi du travail là-dessus. Donc, vous voyez, ça a été ça qui a été la composition, c'est-à-dire, dans un cas, dans l'honneur, où la prise de risque est toujours existante, dans le rituel, on n'aime pas le risque. Il faut que le rituel aboutisse à quoi? À ce qu'un enfant, un garçon et une femme fondent une famille et que cette famille continue la généalogie de la famille. Or, il se trouve aussi qu'il racontait des drôles d'histoires dans cette affaire, à propos des rituels, où les femmes chantaient les louanges du marié. Et il y avait des récits qu'on racontait, mais je l'ai vu aussi, où le père, qui était effacé pendant le mariage, puisque ce sont des jeunes qui faisaient, eh bien, il s'est levé, il a dit, eh bien, ce n'est que ma semence que vous êtes en train de... Moi, je suis dur comme de la pierre. Et le fils a répondu, votre semence va vous déborder. Et ça, c'était... Elle m'a raconté ça avec une force, en disant, c'est pas son affaire. C'est-à-dire que là, ce qu'on raconte dans un mariage, c'est la mort du père et son remplacement. Mais on ne le remplace pas que pour l'imiter. Mais on peut l'imiter que si on joue le rôle du sultan. C'est-à-dire que le sultan, c'est le moyen de passer d'une génération à l'autre. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Donc, tout ça, ça a été le travail que j'ai fait dans le RIF. Bon, donc, avec ça, j'ai posé ma candidature et je suis entré au CNRS au moment de la thèse. J'étais absolument bon. C'était l'époque où on allait faire des auditions. Pas des auditions. On allait voir les différents membres de la commission. Et comme j'étais absolument dedans, je l'ai fait, puis c'est vrai, je suis entré au CNRS. Donc ça a été mon entrée au CNRS par la même occasion. Et Dumont m'a dit, je vais vous publier votre livre, mais il faut qu'on le retravaille. Et donc, c'est lui qui a pris en charge de la refonte du travail avec ma femme. Donc moi aussi, j'étais là. Et après, donc, il fallait... Alors c'est à ce moment-là, l'équipe dans laquelle j'étais avait un programme, c'est là que j'ai rencontré Platenkamp, etc., de faire un programme en Indonésie. Donc, il fallait que j'aille trouver des musulmans en Indonésie pour voir. Donc j'ai dit, je dois terminer le manuscrit quand même. Ils m'ont dit, c'est ma femme. De revoir un peu les détails. Et Dumont voulait le publier. C'était Dumont. C'est cette collection qui s'appelle Atelier d'anthropologie sociale. Ça a été le deuxième ouvrage qu'il a publié là-dedans, dans cette collection. Et donc, je suis parti en Indonésie. Alors, je voulais on quitte maintenant le RIF. Et donc, j'ai changé complètement. Je suis allé en Indonésie, dans les Moluques.
Alors, les Moluques, j'ai abouti dans les Moluques centrales, c'est-à-dire à Ambon, la capitale des Moluques centrales qui était Ambon. Donc c'est là que j'ai commencé. Et puis je me suis dit, bon, bah, je vais voir quel terrain, comment je peux faire, quel terrain je vais faire, parce que je voulais changer d'air régional. Bon. Et alors, j'ai connu un historien australien, qui était là dans la région, avec qui était très gentil, qui m'a fait montrer, il m'a dit, il y a une île pour vous, là on va y aller. Alors, juste à côté d'Ambon, qui est une toute petite île, vous prenez un petit bateau, vous allez dans ce qu'on appelle l'île de Haruku. Haruku, c'est une petite île, il y a 4 villages, 2 musulmans et 2 protestants. Voilà. Donc on a été dans le village musulman et donc on a rencontré le chef. Bon, je n'arrivais pas beaucoup à parler, je parlais un peu le Bahasa Indonesia, je me débrouillais un peu parce que j'avais passé quelques semaines. Et on a dîné avec lui et il a raconté l'histoire suivante. C'était sidérant, comme ça. Il dit, vous savez, chez nous, l'islam est venu du nord, de Ternate. C'est des pandits musulmans qui sont venus, il y a quelques siècles, ils nous sont venus là, et ils nous ont apporté l'islam. Mais ils ont débarqué là. Le débarquement, ils sont débarqués, et puis ils sont montés dans la montagne et ils ont disparu. Et bien vous savez ce que se passe chez nous? Pour nous, faire le pèlerinage, c'est tout le rituel est fait. On fait tous les ans un rituel du débarquement, etc., du départ de jeu. Et puis c'est là qu'on fait le pèlerinage, pas à la Mecque. Non, non. Parce que le prophète vient visiter nos saints, nos pandits qui ont été. Un pandit, c'est un terme hindou qui veut dire brahman. Mais là, il est utilisé pour des. Et donc, nous, on faisait comme ça. C'est comme ça qu'on faisait, chaque année, on faisait un pèlerinage dans la montagne sacrée où il y avait ces pandits qui étaient morts et que le prophète venait visiter. Et donc, sont venus de Java des religieux qui ont dit, mais écoutez, enfin, c'est pas possible, ça, c'est pas la religion musulmane, ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils racontent. Nous, c'est comme ça. Ah non, mais il faut que vous alliez à la Mecque, il faut vous donner l'exemple, vous, chef de village. Bon, le Raja, chef de village, tout ça, ils utilisaient des termes hindous. Et alors, vous, le chef de village, allez-y. Ah bah oui, mais je ne peux pas, moi, la montagne va être... Et finalement, ils l'ont persuadé, ils lui ont dit, écoutez, on vous paye le voyage, on vous paye de l'argent, mais vous allez à la Mecque. Et finalement, ils l'ont persuadé, ils l'ont emmené avec eux, il est parti à la Mecque. Il revient, il dit, je suis revenu, je ne pouvais plus rentrer au village. Ils m'ont mis en quarantaine pendant 40 jours. Je faisais rite de purification. Et il m'a dit, et l'assistance qui était là, on a bien fait. On a bien fait. C'est-à-dire que pour eux, l'islam venait de l'extérieur et n'avait de sens que s'il était dedans. Et ça avait été... Et il le racontait avec un naturel, moi je ne m'attendais pas à ce qu'on me raconte des choses comme ça d'un seul coup. Et ce que je connaissais disons, des Moluques, c'est qu'ils ont toujours un rapport particulier à ce qui vient de la mer. Ils disent que c'est... Donc il y a eu d'autres qui ont des collègues qui avaient travaillé, Cécile Barrault qui avait travaillé chez les Harous, Simone Powell qui avait travaillé qui allait travailler à Taïmba, etc. C'est l'idée qu'on n'est pas des gens tournés vers la mer, mais tout ce qui vient de la mer, c'est comme des épaves qu'on doit intégrer. Bon. Et donc intégrer, mais pour le faire local. C'est pas pour qu'il soit simplement... Et donc on refait les cultes. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Je me suis dit, c'est un endroit que je vais... bon, d'accord, mais je vais rentrer de l'île. Et puis, voilà, j'ai continué mon séjour là-bas. Et je connaissais... Il y avait une université locale. Dans cette université, il y avait quelqu'un que j'ai connu, puis j'ai connu un professeur d'histoire qui avait passé 2 ans aux États-Unis et qui était spécialiste de Shakespeare. Donc voilà, c'est très bien, je le connais, etc. Un jour, c'est là, il me pose, il me dit, écoutez, on fait un barbecue, on vous invite au barbecue. Je dis, c'est très simple, barbecue, je connais, comment c'est. Bon.
Alors, il vient me chercher en moto. On arrive devant le campus, c'est un campus universitaire, hein, c'est pas bon. Et il me dit, vous savez, il y a des esprits qui rôdent, moi, ils ne me gênent pas. C'est très bien. Il y a des esprits qui rôdent, ça ne le gêne pas. Très bien. Alors, on rentre, et on commence le barbecue, etc. Il me parle en anglais, il raconte. Il y avait tous ses collègues qui parlaient absolument en anglais. Et c'est là qu'il me raconte une histoire qui m'a aussi soufflé que l'histoire du Raja. Il dit, ben voilà, mon père voyageait, il était dans les îles Célèbres, et il est mort là-bas, il n'a pas pu venir ici, et on l'a enterré dans un cimetière des Célèbres des Ujung Pandang, de la capitale. Et mon père n'était pas content. C'était lui l'aîné. Quand il est mort, il était, avant de mourir, il était l'aîné du lignage. Mais il n'était pas content. Donc il a fait des misères à mes frères et mes sœurs. Et alors, on se disait, mais il tombait malade, etc. Et moi, c'était moi, dorénavant, dit notre professeur d'histoire de Shakespeare, c'était moi l'aîné, c'était plus lui, lui était mort. Donc je me suis dit, je vais aller régler l'affaire. Il a pris l'avion, il a été célèbre, il a été voir la tombe de son père, il s'est adressé à lui. Ouais, c'est comme ça qu'il raconte. Et il lui a dit, papa, mais bon, t'es là, on peut pas, on n'a pas les moyens de te sortir de là, de te ramener dans l'île, c'était l'île d'Aruku, etc., pour t'enterrer, pas question, on ne peut pas. On ne peut pas, on n'a pas les moyens. Et puis je me suis renseigné, les gens qui sont enterrés à côté sont des gens très fréquentables, donc tu peux très bien, si tu as besoin de dialoguer, tu as des gens. Mais il n'est pas question que tu reviennes chez nous, et maintenant, c'est plus toi qui es le nez, c'est moi. Et tu dois m'obéir. Sinon, tu vas avoir affaire à moi, je vais sévir. Bon. Et il dit, je suis rentré, et depuis ce temps-là, mes frères et sœurs. Et alors, les gens autour de moi disent, t'as bien fait, t'as bien fait. Hein. Donc, et là, je me suis dit, wow, ça veut dire que l'occidentalisation de ces gens-là était une couche qui a disparaissait très vite. Il n'y avait même pas, ils n'avaient même pas à se dire, celui-là, qui c'est qu'il est. Non, ça marchait tout seul, ça allait tout seul. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Je me suis dit, voilà, quelque chose sur lequel je vais pouvoir travailler peut-être. Mais j'avais commencé à faire ce genre de choses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment l'islam peut devenir une affaire locale et non pas... Alors que dans le RIF, j'avais vu, l'islam était une catégorie, mais l'honneur ne l'était pas. Donc c'était ça qui m'intéressait, donc de voir, de comparer d'autres réels musulmans. Donc voilà, je suis revenu, j'ai dit voilà, mais pour pouvoir faire ça, il fallait demander une autorisation. J'ai attendu un an et demi, il n'y avait rien, et j'ai compris que c'était complètement bloqué, ils ne demandaient pas d'autorisation. Parce que c'était une région qui était quand même, il y a eu des problèmes. Bon, donc, et à ce moment-là, je me suis tourné vers Dumont, et il m'a dit, allez travailler chez des musulmans en Inde. J'ai dit, je prends. Et c'est comme ça que j'ai changé, j'ai pas pu continuer, j'ai fait ce séjour qui était intéressant, qui pouvait, et je me suis dit, maintenant je vais voir en Inde comment ça se passe, et donc, au grand désespoir de l'équipe qui voulait que je continue, oui, mais je ne pouvais plus attendre parce que c'était vraiment, il n'y avait pas d'autorisation, donc ça sert à quoi? Bon. Donc j'ai changé et je me suis dit cette fois-ci je vais aller en Inde. Et donc je connaissais les travaux du monde, etc. Bon, je me suis dit mais je vais travailler chez des musulmans et c'est là que j'ai fait un premier séjour en cherchant différentes communautés. J'ai été donc au Rajasthan, j'ai été à Lucknow, qui était une des grandes villes d'Uttar Pradesh où il y avait beaucoup de musulmans, et j'étais dans Hyderabad, qui était dans l'Inde centrale. Ceux qui m'ont paru le plus immédiat avec qui travailler, c'était ceux du Rajasthan que j'avais visités, qui s'appelaient les Méos. Eh bien, je me suis dit, je reviens, après le premier séjour, je reviens travailler avec eux. D'autant plus que j'avais rencontré
un jeune qui avait fait une thèse de géographie qui me disait, moi je peux vous aider, ce que vous voulez. Et donc, j'ai décidé, et avec ma famille, on a pris l'avion et on est parti pour aller travailler chez les Méo. Et ça a été véritablement le deuxième terrain. Donc on parlera après.